Bonjour. Dans ce cours de quelques minutes, environ une dizaine de minutes, je vais vous présenter les fonctions de la monnaie. Alors, euh, je vais vous présenter les fonctions de la monnaie et puis après, je vais comparer ces trois fonctions avec une vision un peu plus récente, celle de Friedman. Et puis, dans un dernier temps, je vais comparer ces trois fonctions et les appliquer à une monnaie dont on parle beaucoup, le Bitcoin. Voilà. Alors, commençons bien sûr par le début, les fonctions de la monnaie. Alors, rappelons déjà que c'est Aristote qui a présenté ces trois fonctions, euh, qui sont unité de compte, réserve de valeur et intermédiaire des échanges. Alors, unité de compte, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité d'exprimer tous les biens euh, grâce à une monnaie et donc d'éviter le troc. La seconde fonction, c'est la fonction de réserve de valeur. Alors la réserve de valeur, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement que la monnaie a une valeur qui ne se dégrade pas trop vite. C'est pour ça que rapidement, on a éliminé le bétail comme monnaie et que très rapidement, on a choisi des monnaies qui avaient une valeur intrinsèque, comme le cuivre, l'or ou l'argent. La troisième monnaie, la troisième fonction, pardon, est celle d'intermédiaire des échanges. Ça veut dire que la monnaie est acceptée de tous. Et c'est peut-être la fonction la plus importante, en tout cas c'est le cas pour Friedman. Ça veut dire que sur une zone donnée, la monnaie est acceptée de tous. Attention de ne pas confondre la fonction d'intermédiaire des échanges avec intermédiaire international, c'est-à-dire la notion de devise. C'est une erreur que l'on rencontre fréquemment dans les copies. Alors, passons maintenant à Milton Friedman. Milton Friedman reprend cette définition fonctionnelle et non pas euh, descriptive de la monnaie pour l'appliquer à des situations particulières et notamment à travers un ouvrage qui s'intitule La monnaie et ses pièges. Friedman va présenter dans son chapitre 1, L'île et la monnaie de pierre, un cas très particulier qui est celui d'une île où la monnaie est constituée de pierres. Alors, ça peut sembler surprenant, l'utilisation de pierres. En réalité, ce sont des pierres qui sont taillées pour être acceptées comme telles, et la valeur de la monnaie, de cette monnaie fiduciaire, est associée finalement au diamètre de la pièce. Et donc, ici, la pièce que vous avez juste à ma gauche, vous vous rendez compte que c'est une pièce qui fait la taille d'un homme à peu près. Vous retrouverez d'ailleurs dans mon cours des photos d'hommes à côté de ces pièces qui vous permettent de donner une idée de la taille. Alors, Friedman va nous raconter deux histoires qui illustrent la fonction d'intermédiaire général des échanges et plus précisément son rôle de confiance. Alors, la première histoire est celle d'un tailleur de pierre qui est obligé d'aller sur une île juste à côté pour tailler ses pierres, parce qu'on trouvait cette qualité de pierre-là, et en revenant, sa pirogue chavire. Pour autant, il va continuer à utiliser cette monnaie et il va la transmettre, et donc il va s'en servir comme intermédiaire des échanges, parce qu'elle va être acceptée même si on ne peut pas l'atteindre. Et donc bien sûr, vous avez compris que Friedman comparera euh, la monnaie scripturale, ou la monnaie bancaire, qu'on appelle parfois abusivement la monnaie bancaire, à cette monnaie qui est enfouie sous l'eau et qu'on ne peut rapidement à laquelle on ne peut pas accéder et que rapidement on ne pourra plus voir car la flore locale va la recouvrir et elle va disparaître. Mais tout simplement parce qu'il y a confiance entre les individus, elle conservera ces trois fonctions, donc notamment la fonction d'intermédiaire général des échanges. Toujours dans le chapitre 1, Milton Friedman va nous présenter, toujours sur cette île, l'île à la monnaie de pierre, l'île de Yap, comme il est écrit YAP, il va nous présenter une situation où les Hollandais vont conquérir l'île et devenant propriétaires entre guillemets de l'île, ils vont demander à ces nouveaux sujets de la couronne de Hollande de construire des routes. Les habitants refusent et le seul moyen de pression qu'ils trouvent, c'est de leur substituer leurs pierres. Bien évidemment, les pierres sont trop lourdes, on ne peut pas les emporter. Alors ils ont une idée encore plus géniale que ça. Ils vont marquer à la peinture rouge d'une croix
les pierres comme étant la propriété du roi de Hollande. Et figurez-vous que ça va fonctionner, ça va détériorer la qualité des pierres, enfin la confiance que les habitants ont dans ces pierres. Au départ, ils vont quand même les utiliser, mais la loi de Gresham s'appliquant, c'est-à-dire la mauvaise monnaie chassant la bonne, euh, au bout d'un moment, ils vont utiliser massivement ces pierres et puis ils vont s'en débarrasser, un peu comme avec les, les fausses pièces ou les billets de 5 euros un peu trop usagés, qui vont surcirculer pour être en prêt refusé. Alors, ce deuxième exemple illustre aussi la confiance, puisque bien sûr, les habitants vont construire les routes en échange de l'effacement des marques rouges sur leurs pierres, et ils vont retrouver ainsi la confiance. Et la troisième fonction, la plus importante pour Friedman, de la monnaie, à savoir la fonction d'intermédiaire général des échanges. Voilà, c'était une présentation un peu rapide des trois fonctions de la monnaie, mais vous retrouverez ça encore une fois dans mon cours. Et je finis sur un exemple que Friedman décrit dans un autre chapitre de la monnaie et ses pièges. Il décrit deux exemples d'hyperinflation. Alors vous retrouverez une autre vidéo sur la notion d'inflation, d'hyperinflation, de désinflation et de déflation et de stagflation. Pour le moment, restons concentrés sur l'inflation et l'hyperinflation, qui est une hausse générale et continue des prix à plus de 2 chiffres. Et vous retrouverez une vidéo aussi sur le Venezuela, puisqu'il a connu récemment une hyperinflation très très forte. Alors, en attendant, Milton Friedman, lui, parle de deux moments, le moment de 1923 en Allemagne, 1945 en Allemagne, où l'hyperinflation était tellement forte que finalement les billets ont été refusés à un moment donné. Et donc cela traduit pour lui une perte d'une des fonctions de la monnaie, à savoir la fonction d'intermédiaire des échanges. Et donc, cela revient finalement à dire que le mark en 1923-1945 n'était plus des monnaies. Alors, il citera notamment un passage où en 1945 on lui refuse de payer en mark son plein d'essence et même on lui refuse de payer en dollars. Il y a une inversion totale pour les monnaies fiduciaires, qui veut dire bien sûr confiance, qui vient du latin confiance. Voilà, donc c'était pour voir la vision de Friedman. Alors, la question qui se pose aujourd'hui est de savoir si tout simplement on retrouve dans le Bitcoin ces trois fonctions de la monnaie. Alors, avant de répondre, je cite Paul Krugman, le prix Nobel d'économie, qui avait, dans un article universitaire, expliqué, avait dit au New York Times que le Bitcoin était le diable, en fait. Et donc, pour revenir à ça, pour faire écho à ça, je vais utiliser un article publié en janvier 2018 par Estelle Mdan et Alain Béton, deux enseignants que j'affectionne particulièrement, et qui ont une vision très négative du Bitcoin, puisque pour eux, les trois fonctions ne sont pas remplies. Sachant que si une des trois fonctions n'est pas remplie, ce n'est pas de la monnaie. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont cette position? Premièrement, parce que la fonction de réserve de valeur, pour eux, n'a pas été remplie. Ils écrivent l'article en janvier 2018, et il faut savoir qu'en décembre 2017, le Bitcoin a connu une forte décote, quasiment sa valeur a été divisée par 3. Deuxièmement, la fonction d'unité de compte est pour eux inexploitable. Tout simplement car il est très difficile d'exprimer la valeur d'un café dans un bar ou la valeur d'une bouteille d'eau en Bitcoin. Car il faudrait, pour la comparer avec une autre bouteille d'eau, avec notre café, aller voir plusieurs chiffres après la virgule. Et enfin, troisième critique et troisième fonction, pour eux, le Bitcoin ne représente que 0,3% des échanges sur la toile, et donc ce n'est pas un intermédiaire accepté par tous, et vraiment que par très peu, et donc ce n'est pas un intermédiaire des échanges. Et donc chacune de ces critiques permettrait de dire que le Bitcoin n'est pas une monnaie selon eux, et d'après eux, le Bitcoin n'a aucune de ces trois fonctions. Alors vous l'aurez compris, je ne partage pas tout à fait le même point de vue, par mes hésitations permanentes. Pour ma part,
Le Bitcoin est une réserve de valeur. Il a prouvé, il le prouve encore aujourd'hui, notamment dans des moments euh, de tension et de baisse euh, et de baisse des cours, comme aujourd'hui. Deuxièmement, alors c'est peut-être la critique la plus pertinente, l'unité de compte est compliquée, mais il existe des calculateurs, il existe des outils euh, remédier à cela. Et puis ça voudrait dire aussi qu'à ce moment-là, l'euro ou le dollar ne sont pas des unités de compte pour, pour des pays comme le Venezuela aujourd'hui, car exprimé euh, en pesos ou en baht thaïlandais, le dollar ou l'euro sont très difficiles à utiliser. Pour autant, le Venezuela, à ce jour, utilise massivement, suite justement à un défaut sur leur monnaie locale et suite à une vidéo que je vous invite à regarder, utilise massivement du dollar. Donc, euh, la fonction de réserve de valeur et d'unité de compte me semble possible, enfin compatible avec Bitcoin. Et enfin, une troisième fonction est celle d'intermédiaire général des échanges. Alors c'est vrai que le pourcentage d'utilisateurs reste faible, mais à ce moment-là, ça voudrait dire aussi que sur l'île à la monnaie de pierre, puisque c'était une île avec très peu d'habitants, ou qu'en Suisse, avec le franc suisse, finalement, le nombre d'utilisateurs est assez faible. Et aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas considérer que une partie de la toile est comme un pays et une partie euh, des utilisateurs de Bitcoin représentent une communauté? Voilà. Et donc, vous avez compris que pour ma part, le Bitcoin remplit les trois fonctions de la monnaie présentées par Aristote et réutilisées par Friedman. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre les trois fonctions de la monnaie. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous invite à poster des commentaires. Je me servirai de vos commentaires pour alimenter nos prochaines classes en visio, nos prochains cours. Et puis, je vous souhaite bon courage, voilà, et je vous invite à émettre de nombreux commentaires, soit directement à la suite de cette vidéo, soit sur le Padlet que je vous ai proposé, soit directement en m'envoyant des mails. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.